Effectivement, comment prévenir la neuropathie, la neuromyopathie de réanimation, la faiblesse musculaire acquise aux soins intensifs, comme on a plus l'habitude de la nommer maintenant. La nutrition est un élément. C'est évidemment pas le seul, c'est pour ça que j'ai ajouté un point d'interrogation entre les deux points d'exclamation. Alors, la faiblesse musculaire acquise en réanimation est une pathologie avec une physiopathologie très complexe, avec de multiples facteurs favorisants ou éléments déclenchants qui aboutissent au phénotype donc, de la fonte musculaire et d'une incapacité fonctionnelle chez une grande partie de nos patients qui restent longtemps en réanimation. Alors, souvent, ces patients ont une histoire, ou leur fonte musculaire a une histoire liée à leur pathologie de base, et c'est souvent des patients réamédicales qui ont une maladie chronique, déjà elle-même associée à une perte de masse musculaire, et cette perte va être précipitée, aggravée par l'affection aiguë qui les a amenés en réa, avec une diminution de la synthèse et une augmentation de la destruction des fibres musculaires. Et ceux qui vont survivre mettront des mois à récupérer une masse musculaire qui leur permettra de récupérer un minimum d'autonomie fonctionnelle. Alors, quand on regarde les synthèses musculaires, la méthode de référence pour mesurer le taux de synthèse de protéines musculaires fait appel à des isotopes radioactifs. Alors c'est ici une synthèse de 4 études qui ont été faites à Stockholm, où les auteurs ont regardé la synthèse de protéines musculaires en post-opératoire, d'abord un temps contrôle, puis post-opératoire au jour 0, et puis post-opératoire au jour 3. Et on voit que le taux de synthèse musculaire diminue au cours du temps, alors que ce sont des post-opératoires non compliqués. En réanimation, ils ont mesuré, mais à 10 jours après l'admission, un taux de synthèse musculaire qui était légèrement augmenté par rapport au J1, mais toujours inférieur au contrôle. Donc il y a une diminution de la synthèse musculaire liée à l'inflammation, liée à l'agression. Quand on fait des biopsies musculaires aux patients atteints de faiblesse acquise en réanimation, ici on a un patient en contrôle et puis ici on a un patient atteint d'une faiblesse musculaire avec une détérioration, une dégradation de l'architecture du muscle avec des infiltrats de cellules inflammatoires et une destruction de la belle structure normale, physiologique d'un muscle. En fait, au cours de la phase aiguë, il est possible que le capital d'acide aminé qui est stocké dans les muscles doive être mobilisé pour survivre à l'agression. Sous l'effet des hormones, sous l'effet des médiateurs de l'inflammation, il y a un relargage, une protéolyse, donc une destruction des muscles, avec un relargage d'acide aminé qui exerce différentes fonctions importantes pour que le patient puisse survivre, notamment pour les réactions immunitaires, pour l'inflammation, la cicatrisation, pour fabriquer du collagène, pour fabriquer les protéines de la phase aiguë et pour fournir du glucose, qui est la source d'énergie préférée à la phase aiguë de l'agression. Donc en d'autres termes, la fonte musculaire est peut-être, entre guillemets, naturelle et normale à la phase aiguë pendant les 3-4 jours et finalement souhaitable pour que le patient puisse survivre. En effet, donc la réponse métabolique à l'agression comporte 3 phases. Une première phase précoce, 3-5 jours, une phase tardive et puis une phase de convalescence. Alors, ce que j'évoquais là, c'était la phase précoce, qui est caractérisée par donc une production endogène de glucose important, production endogène qui doit être entretenue par des substrats comme les acides aminés. Alors, le risque de donner trop de calories et trop de protéines à la phase aiguë est illustré par une étude, qui est l'étude IPANIC, 2300 malades dans chaque groupe. Donc, c'est une grosse étude dans laquelle les malades ont été randomisés soit à une nutrition parentérale précoce dès le début, soit une nutrition parentérale tardive. Et ils ont, dans cette étude, pris un sous-groupe de patients dans lequel ils ont étudié la fonction et la structure des muscles. Et donc, ça a été publié en 2013. Alors, ils ont donc le groupe bleu, c'est le groupe Early Parenteral Nutrition, les patients qui reçoivent d'emblée beaucoup de calories et
beaucoup de protéines. Et le groupe rouge, c'est le groupe LEAT, donc ils reçoivent beaucoup moins de calories et de protéines. Alors il y a des biopsies et chez un patient qui est dans le groupe bleu, eh bien, il y a une pâleur plus importante, il y a des infiltrats graisseux qui ont aussi été quantifiés au niveau du scanner. Et en fait, il y a une relation proportionnelle entre le nombre de calories reçues pendant la première semaine et l'atténuation du signal du muscle fémoral, donc du quadriceps, au scanner, comme si les calories qu'on donnait en excès à la phase aiguë étaient finalement converties en graisse et ne servaient donc pas à faire des protéines musculaires. C'est d'ailleurs corroboré par le fait que les patients qui étaient randomisés dans le groupe Early Parenteral Nutrition, parentéral précoce, avaient aussi plus de faiblesse musculaire acquise ultérieurement. Et c'est contre-intuitif, mais c'est des données qui ont été retrouvées de manière indiscutable. Chez les enfants également, le même groupe a conduit une analyse comparant beaucoup versus peu de calories et de protéines à la phase aiguë, la 1400 malades, 720 dans chaque groupe, et de nouveau le même constat que les patients qui recevaient trop de calories ou trop de protéines à la phase aiguë, les groupes bleus avaient plus d'infections, plus de longueur de séjour, et aussi chez des petits-enfants d'un âge moyen de 3 ans, je crois, une durée de ventilation mécanique prolongée, ce qui va dans le sens d'une toxicité, entre guillemets, musculaire. Alors, si on regarde quel type, dans cette étude pédiatrique, quel type de nutriment est le plus fortement associé à par exemple, à une prolongation de la ventilation mécanique, c'est ici, eh bien, ce sont les protéines. Au plus on donne de protéines, au plus il y a de prolongation de la ventilation mécanique. Donc apparemment, et de manière tout à fait contre-intuitive, le nutriment qu'il faut éviter à la phase aiguë, encore plus que les autres, c'est les protéines, en tout cas d'après cette étude rétrospective, cette étude d'association faite à partir des données collectées prospectivement. Alors, là où les kinés, les infirmiers et les médecins qui s'occupent de nutrition interviennent vraiment de manière importante, c'est la phase tardive et puis la phase de convalescence. Là, il faut donner la quantité de calories qui correspond à la dépense énergétique. Il y a en fait, on est après la bataille, il faut reconstruire la maison, il y a une énorme tâche pour reconstruire les murs, il faut évidemment de la main-d'œuvre, donc de l'énergie, et il faut des briques, c'est-à-dire des acides aminés, donc des protéines, pour pouvoir reconstruire les murs de la maison. Alors, si on veut donner autant de protéines que ce qui a été perdu, eh bien, la quantité est gigantesque. On est au-dessus de 2,5 grammes par kilo par jour, ce qui est quasiment irréalisable. Ça ne peut être donné aux patients que sous forme intraveineuse, et c'est probablement pas sans risque parce que personne n'a jamais osé tester des quantités pareilles, 3 grammes par kilo par jour de protéines. Par contre, on a des données observationnelles qui montrent qu'au plus le patient, à la phase tardive, j'insiste sur l'aspect tardif, au plus le patient reçoit de protéines, au plus il a une longueur de séjour, enfin au moins il a une longueur de séjour prolongée. Et quand on regarde dans cette autre étude hollandaise rétrospective, eh bien, le patient qui a un capital musculaire mesuré au scanner faible et qui reçoit beaucoup de protéines a finalement une mortalité qui est moindre que chez les patients qui ont un faible capital musculaire et reçoivent peu de protéines. Donc c'est chez les malades avec une sarcopénie la plus importante qu'on peut espérer le meilleur effet bénéfique de suppléments protéinés donnés à la phase tardive. Il n'y avait pas d'effet chez les patients qui avaient un capital musculaire normal. Alors, est-ce qu'on a des données prospectives maintenant? Cette dia, c'est Thomas Lescaut qui me l'a donnée. Et donc, en fait, elle résume la pauvreté des données prospectives et donc la difficulté de donner des recommandations précises. Alors, il n'y a que sur 13 essais cliniques publiés, donc d'études interventionnelles prospectives randomisées, il n'y a que 4 études qui sont en fait randomisées. Je reviens en arrière. Il n'y a aucune étude réalisée en aveugle. Les effectifs sont relativement faibles, 6 à 50 patients.
Alors, on a plusieurs posologies de 1,2 à 2,5 maximum grammes par kilo et par jour d'acides aminés. Et surtout, les critères de jugement étaient des critères essentiellement biochimiques, pas de critères de fonctionnement, de fonctionnalité musculaire, et seulement une seule étude qui a mesuré la composition corporelle chez ces patients qui recevaient de niveaux différents de protéines. D'où les recommandations sont tout à fait divergentes. La Société européenne de soins intensifs recommande 1,3 à 1,8 grammes par kilo par jour de protéines, c'était en 98. Alors, l'American Burn Association, là, c'est entre 1,5 et 3. Il le recommande sans données sous-jacentes, c'était en 2001. Et puis, on a l'ESPEN qui se situe, donc la Société européenne de nutrition, entre 1,2 et 1,5 grammes par kilo par jour, ça c'était en 2009. Et puis, on a d'autres recommandations plus récentes avec aussi des valeurs, des quantités de protéines recommandées qui sont tout à fait divergentes. Clairement, on a besoin d'études prospectives, randomisées, contrôlées, et Jean Régnier, qui est là, qui est le comodérateur, a en fait obtenu un PHRC pour faire une étude NutriRéa 3 dans laquelle il y aura les comparaisons de différents niveaux d'apport protéique et calorique. Alors, clairement, pour refaire des protéines musculaires, puisque c'est là le but qu'on peut espérer à la phase tardive, il faut évidemment une combinaison de nutrition et d'exercice. Et d'ailleurs, quand on regarde, si avec d'autres experts, on s'est penché sur les questions brûlantes qui étaient nécessaires de résoudre en médecine de réanimation. Et en fait, parmi les 10 sujets, les 10 priorités pour la recherche, on a voté. Et le numéro 1, c'est les effets de pas de protéines versus beaucoup de protéines, associés avec une mobilisation passive ou active chez le malade durant la phase aiguë, et donc comme critère de jugement, la mortalité et la récupération fonctionnelle. Le numéro 2 dans le hit parade, c'était le même type de design d'étude, et où on regardera après la phase aiguë, on regardera à la phase de convalescence le devenir des patients en fonction de la combinaison de protéines et de mobilisation qu'ils auront eu. Alors, il y a une étude qui a été publiée en octobre 2017, une étude danoise, 203 patients, l'étude EAT-ICU, où il y avait une combinaison d'apport énergétique et de mobilisation. Et le critère de jugement primaire, c'était un critère subjectif à 6 mois. Cette étude n'a pas montré de différence entre les deux groupes, même si les apports énergétiques et caloriques étaient très différents. Donc 3 fois plus de protéines et 2 fois plus d'énergie dans le groupe intervention. Et malgré ça, il n'y a pas eu d'amélioration. À noter que chez les malades qui recevaient plus de protéines, il y avait aussi plus d'élimination durée, comme si les protéines qu'on leur donnait ne pouvaient pas être utilisées pour faire du muscle. C'était simplement éliminé sous forme de déchets dans les urines. Je ne vais pas entrer dans le détail des faiblesses et des limitations de cette étude. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux, notamment en suivant de manière objective et pas seulement subjective les critères de jugement de fonctionnalité musculaire. Et je terminerai en vous montrant une étude où on avait regardé la combinaison d'apports protéiques et d'exercices physiques sous forme de cycloergométrie passive chez une quinzaine de patients. On avait observé qu'il y avait un effet bénéfique sur une diminution de la fonte musculaire. Donc le rouge, c'est le pédalage seul. Et quand on a une relation dose-effet, et quand on associe au pédalage un supplément d'acides aminés, dans ce cas-ci, nous n'avons pas observé d'effet synergique. Donc là, il faut encore travailler sur le type d'acides aminés et les quantités nécessaires. Manger, bouger, la nutrition, santé et plaisir, c'est vrai aussi pour le malade de Réa, surtout en phase de convalescence. Exercice, nutrition vont main dans la main. Et je vous invite à Bruxelles, 29 et 30 mai, pour un cours avancé sur les aspects métaboliques et nutritionnels du malade de réanimation. Voilà, je vous remercie de votre attention.